Israël, c'est le pays des paradoxes. À l'image de Salomon, que j'ai croisé sur une piste de ski sur le mont Hermon, qui est un mont qui sépare Israël du Liban, mais aussi de la Syrie. Je ne peux pas vous parler de tous les paradoxes du pays d'Israël, mais j'ai choisi ce soir d'en parler, de me focuser sur 5 d'entre eux. Alors, je commençais par une définition juste pour qu'on soit d'accord. Qu'est-ce que c'est un paradoxe? Para, contre. Dox, c'est la doxa, c'est le dogme. Donc finalement, le paradoxe, c'est aller en contre des idées reçues. S'il y a un conseil qu'on peut donner aux personnes qui arrivent en Israël, c'est de laisser quelques-unes au moins des idées reçues au vestiaire. Alors, le premier paradoxe par lequel je voudrais commencer, c'est celui d'un pays jeune, qui est aussi un pays vieux. Personnellement, depuis toujours, je suis entre mes deux pays, la France et Israël, sur une forme de passerelle. Et quand je suis arrivée en Israël, il y a à peu près 6 ans, pour prendre un poste sur l'innovation, donc pour commencer à travailler sur l'innovation entre les deux pays, j'ai reçu ma toute première start-up et ma première leçon. Et je vous la visualiser comme moi. En fait, voici mes 3 start-upers. Donc je les ai reçus. La moyenne d'âge était 70 ans, c'était il y a 6 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que le contraste et la coopération et la coordination qu'il y a entre le côté jeune du pays et le côté vieux du pays fait intégralement partie des messages éducatifs, des messages que reçoivent les enfants. Les enfants entendent d'un côté « tout est à faire, nous sommes un jeune pays en situation précaire, vous êtes tous des pionniers ». Et en fait, il me semble que cette contradiction entre pays jeunes et pays vieux génère une forme de dynamisme et également une forme de communication entre les générations, une joint venture jeune-vieux. Ça, c'est mon premier paradoxe, donc finalement productif. Le deuxième paradoxe, c'est que c'est un petit pays, mais vraiment petit. Je vais vous le montrer. Bon, le voici. Alors, les parties blanches, c'est les territoires palestiniens. Et ça, c'est l'Île-de-France. Et en réalité, si vous prenez la superficie d'Israël, aujourd'hui, nette des territoires palestiniens, vous avez 22 000 m², c'est l'Île-de-France, grosso modo. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, son rayonnement scientifique et son rayonnement innovation est sans aucune proportion avec sa taille physique. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, ramener évidemment au PNB, pourcentage au per capita, etc. Donc, le record mondial absolu en investissement de R&D par rapport au PNB est détenu par Israël, mais également le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur et le nombre de publications scientifiques per capita. Cette importance démesurée d'Israël dans l'innovation, on la retrouve dans certains secteurs plus particulièrement. Alors la biotech, qui nous concerne aujourd'hui un petit peu moins, mais aussi la cybersécurité. Israël s'est renforcé au fil des 70 ans d'attaques terroristes. Israël a malheureusement une longue expérience et a développé un secteur défense, un secteur cybersécurité extrêmement, on va dire, puissant et dominant aujourd'hui. Rien que sur l'année dernière, il y a eu 63 sociétés cyber de la Cyber Nation qui ont été financées pour un montant qui atteint presque 1 milliard de dollars. Mais l'innovation, ce n'est pas que le cyber, et l'innovation israélienne, elle n'est pas qu'en Israël, elle est partout, elle est chez nous. Donc quand par exemple, vous prenez votre ordinateur et qui a écrit Intel Inside, alors c'est Israël Inside, parce que le microprocesseur Intel, il est fabriqué en Israël. Intel est le premier employeur privé du pays et ne fait que se renforcer d'ailleurs. Et puis dans quelques, 2-3 ans, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, vous allez de manière passive voir votre rythme cardiaque qui va être détecté, qui va vous permettre, qui va permettre de voir où vous êtes assis dans la voiture, dans détection de présence pour vous, pour les enfants que vous allez, j'espère pas, oublier à l'arrière. Ça m'amène directement en fait au troisième paradoxe, celui de l'autotech. Alors l'an passé, Intel a acquis Mobileye pour 15 milliards de dollars.
15 milliards de dollars, ça fait qu'en un instant, Israël est devenu le pays le plus exportateur de technologie automotive. Ce que vous voyez là, c'est en fait les OEM, c'est-à-dire les car manufacturers, les fabricants automotifs. Ils sont tous en Israël quasiment, à l'exception de 2-3 asiatiques. Et vous voyez les tier one, les équipementiers. Et quand vous regardez la base de cette pyramide, vous voyez qu'ils ont tous installé au minimum un bureau de veille technologique. Et puis, au sommet de la pyramide, General Motors, c'était le premier, à la faveur d'une acquisition pour les autres, mais lui, c'était vraiment une politique de croissance interne, ont installé leur centre de R&D. Donc, on est sur un paradoxe autotech qui dit quoi ? Qui dit que ce pays qui ne produit pas de voitures est devenu le pays qui fournit le gros de l'innovation automotive. Ils ne produisent pas de voitures, ou quasiment pas, puisque l'année dernière, ils en ont produit 7, c'est de la Formule 1000. Alors la Formule 1000, c'est d'abord Formule 1, 2, 3, et ensuite, tout en bas, vous avez le karting. Et entre le karting et la Formule 3, vous avez la Formule 1000, qui est relativement économique par rapport aux autres. Et ce que vous voyez ici, ça a été pris il y a moins de 2 semaines à Beersheva, donc dans le désert, près des Bédouins. Et c'est la première voiture made in Israël de conducteurs israéliens, les premiers, et leur premier essai sur le nouveau circuit automobile de Beersheva, dont on a pour l'instant déposé que la première couche de macadam. Le paradoxe suivant, c'est le paradoxe géologique. Vous allez me dire, quel rapport avec l'innovation ? Il y a un énorme rapport avec l'innovation. Le paradoxe géologique, ça dit quoi ? Ça dit, par exemple, en 89, j'ai vécu quelques années en Afrique, dans un pays qui s'appelait le scandale géologique. C'est simple, c'est le pays qui dispose du plus de ressources géologiques de la planète. C'est un scandale. Ça s'appelait le Zaïre, ça s'appelle la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, en Israël, il y a les Belges qui me regardent dans la salle. C'était une colonie belge. Aujourd'hui, en Israël, je vis à peu près dans un pays qui n'a rien. Il a du sable, il a du soleil, il a des idées. Et ce pays, paradoxalement, sans ressources, va retourner ça en avantage. Et quand on regarde l'indice du développement humain, on a d'un côté le Zaïre qui fait partie des 20 pays, le Congo, pardon, les moins développés de la planète, et de l'autre côté, Israël qui fait partie des 20 pays les plus développés de la planète. Et donc, la leçon qu'on en tire, c'est que le paradoxe géologique, c'est que moins on en a, plus on en a. Et enfin, le dernier paradoxe, c'est celui du bonheur, le 5e. Israël est en conflit permanent. Alors c'est peut-être difficile à accepter, mais en fait, le rapport des Nations Unies vient de déterminer qu'Israël était le 11e pays au monde dans le classement du bonheur. Alors pour expliquer ça, moi je vais amener quelques hypothèses. Un, c'est la solidarité. Plus on se bat, plus on est soudé. Plus on est soudé, plus il y a du lien social et familial. C'est un ingrédient fondamental du bonheur. Je le place en numéro 1 maintenant. On peut hiérarchiser différemment. On pourrait se dire aussi beaucoup de terrorisme, pas de sécurité physique. Alors pourquoi ? En fait, il y a un ressenti de sécurité physique en Israël parce qu'on n'est pas démuni par rapport à la menace. Donc il y a un stress qui est relatif. Autre chose, on ne peut pas être heureux si on n'a pas la sensation que le niveau de vie augmente. En Israël, il augmente. On a l'espoir que l'an prochain, à Jérusalem, on gagnera plus que cette année. La productivité lors des 2 derniers conflits armés est restée intacte. C'est peut-être un paradoxe, mais les contrats ont été honorés. Je parle de 2012 et 2014, les conflits avec Gaza. La bourse de Tel Aviv a montré une grande résilience et les investisseurs sont restés confiants. Pour résumer l'innovation paradoxale, ce que je vous propose comme définition pour l'innovation paradoxale, qui est un nouveau concept, ce serait une innovation qui se nourrit des paradoxes. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'innovation israélienne, justement, est le produit des contradictions de sa société ? Est-ce qu'en Israël, le fait que tout est vrai et son contraire peut expliquer qu'on arrive à innover ? Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une société qui est extrêmement ouverte, qui n'est pas arrogante et qui est très intéressée à tout ce que vous pouvez lui apporter. Donc, elle est ouverte. Rousseau a dit, je conclurai sur cette citation, « Pardonnez-moi mes paradoxes, il faut en faire quand on réfléchit. Si la France est le pays de Descartes, Israël est le pays de Rousseau. »